Le 6 avril dernier, Libération a publié deux longs articles du journaliste Luc Peillon prétendant nier toutes les explications de mon livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Selon Libé, mon livre serait un grand théâtre covido-sceptique. Ce n'est pas la première fois que Luc Peillon écrit des articles diffamants à mon égard. À chaque fois, il propose un travail bâclé qui s'épuise à réfuter en bloc tout ce que je dis jusqu'à l'absurde. Sur deux articles, un seul élément pertinent a été apporté, et il n'est pas de Luc Peillon. Les chapeaux des deux textes de Luc Peillon sont assez savoureux. Mon préféré est le deuxième, avec des vidéos remettant en cause la réalité de la pandémie. L'autoproclamé statisticien malmène les chiffres et les concepts scientifiques. Check News continue l'analyse de son ouvrage truffé de théories toujours aussi douteuses. Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Le ton est donné, je suis donc un autoproclamé statisticien. Vous noterez que je manque sérieusement d'ambition. Quitte à s'autoproclamer quelque chose, pourquoi choisir statisticien? C'est pas un titre ou un diplôme, il n'y a pas la moindre raison de s'autoproclamer statisticien. En plus, il suffit de quelques secondes pour consulter mon CV qui est disponible sur LinkedIn et de vérifier que ma signature apparaît bien sur toutes les publications de l'INSEE auxquelles j'ai participé. Cela n'a donc pas le moindre intérêt de nier que je suis statisticien, ça n'apporte rien au débat, et en plus tout le monde peut vérifier que Luc Peillon fait juste de la diffamation gratuite. À ce point-là, c'est pathologique, et ce n'est que le début. Luc Peillon a contacté mon éditeur le 20 mars dernier pour avoir le livre, et ces deux articles ont été publiés le 6 avril. Luc Peillon s'est donc dit qu'en simplement 2 semaines, il allait recevoir le livre, le lire, vérifier les références, notamment les dizaines de rapports que j'utilise pour l'écrire, comprendre les statistiques utilisées, les vérifier, trouver des contre-arguments, faire vérifier ces contre-arguments, rédiger ces deux articles, les faire relire et les publier. Nous parlons d'un livre qui fait 480 pages et pour lequel il y a une petite dizaine de contributeurs, dont des chercheurs, et dont l'auteur principal est statisticien de formation et de métier depuis 15 ans. Je précise d'entrée de jeu dans le livre que j'ai mis 2 ans à l'écrire et que c'est une compilation organisée d'une centaine d'articles que j'ai écrits précédemment. Comment Luc Peillon, journaliste qui, comme beaucoup de gens très bien, ne comprend absolument rien en mathématiques vu ce qu'il est capable d'écrire, peut se dire qu'il va réussir à nier tout ça en seulement quelques jours. Mais comment peut-on avoir un boulard pareil? Et comment personne n'a pu lui dire qu'il faut parfois être un peu raisonnable dans ses ambitions? Les deux articles publiés par Le Parisien cherchent aussi à discréditer mon livre, mais les auteurs le font un peu plus intelligemment. Ils ont sélectionné 3 points et ont demandé à d'autres personnes qu'ils considèrent experts d'apporter la contradiction. Cela ressemble un peu plus à une démarche journalistique. Ma vidéo de réponse montre que les experts choisis par Le Parisien ont des conflits d'intérêts évidents. Ils ne sont donc pas neutres pour donner leur avis. Les articles du Parisien n'éclairent donc pas le débat, ils sont juste une charge, mais une charge dont on peut comprendre le sens. Les deux articles de Libé sont des élucubrations d'un type tout seul qui prétend détenir la science infuse. Il est très clair que Libé croit en la science, celle qu'il fabrique. Comme Luc Peillon lit les livres dans l'ordre, il commence par nier tout ce qu'il y a d'écrit dans le premier chapitre qui montre qu'il n'y a absolument aucune surmortalité significative en France en 2020. Pour le nier, il montre mon graphique, il calcule le taux de mortalité standardisé par âge en France métropolitaine de ces dernières années. Ce calcul montre bien que 2020 est une des années les moins mortelles de toute l'histoire. Il le confirme, on peut lire, si on prend cet indicateur pour base, 2020 est en effet une des années de plus basse mortalité depuis 60 ans. Et sans doute même depuis toute l'histoire de France. Mais Luc Peillon, pour me contredire, parvient à mentir 2 fois dans la même phrase. Il prétend que « j'oublie qu'en raison du progrès social et scientifique, le risque de décès à chaque âge ne cesse historiquement de diminuer ». Or, chacun peut constater sur ce graphique que tous les 2 à 3 ans, la mortalité augmente. Ce phénomène bien connu est appelé année moisson. Ainsi, on ne peut pas dire que le risque de décès ne cesse de diminuer. On peut parler de tendance à la diminution. Mais de plus, je ne l'oublie pas du tout et je discute clairement dans mon livre de ce qu'il convient de faire et de ne pas faire concernant cette tendance. Un mensonge, c'est déjà beaucoup, mais 2 dans la même phrase, c'est vraiment fort.
Comme le relève Luc Payon, j'adresse dans mon livre une critique à une méthodologie employée dans un article de l'INSEE qui fait une estimation de la surmortalité de 2020. En effet, dans son article, l'INSEE prolonge la baisse observée ces dernières années sur 2020, ce que j'ai appelé ne pas lever le nez de sa copie. Or, en prolongeant les dernières années, le modèle de prévision de l'INSEE ne prend pas en compte l'existence des années moissons et donc des fluctuations habituelles de mortalité. Luc Payon se garde bien d'expliquer mes remarques ou de montrer mon graphique qui pointe ce qui ne va pas. D'ailleurs, parmi les différents scénarios possibles, l'INSEE choisit celui qui va minimiser la mortalité attendue et donc maximiser le calcul de surmortalité. Mais ce n'est même pas le plus gros problème. En effet, ce que je critique, c'est qu'en prolongeant une tendance de baisse de la mortalité, les calculs de l'INSEE prévoient une mortalité de 2020 plus faible que ce qui n'a jamais existé dans l'histoire. Ce n'est pas raisonnable ni scientifique. Faire un modèle qui prévoit en 2020 moins de morts que ce qui n'a jamais été observé, pour ensuite pousser des cris d'orfraie lorsqu'on constate que ce n'est pas arrivé, ce n'est pas raisonnable. Dans le livre, je prolonge le raisonnement jusqu'à l'absurde en disant que si on continue, on va même trouver des taux de mortalité qui tombent à zéro et en déduire que les humains vont devenir immortels, voire ressuscités à partir de 2068. C'est là que nous arrivons au seul argument de Luc Payon sur 2 articles qui tient la route et il faut dire qu'il n'est pas de lui. On peut lire « Nous appliquons une tendance linéaire sur le logarithme des quotients de mortalité et non pas sur les quotients », explique à Check News Sylvie Leminez, chef de l'unité études démographiques et sociales de l'Institut. Si les quotients de mortalité ont baissé en moyenne par exemple de 1% par an à un âge donné entre 2010 et 2019, il est supposé qu'ils vont à nouveau baisser de 1% par an à cet âge de 2020 à 2022. Les quotients ainsi projetés ne peuvent pas être nuls en 2068, ni négatifs après 2068. On doit commencer par s'étonner que cette méthode ne soit absolument pas écrite dans la partie méthodologie de l'étude en question, ni même dans la note de blog sur le site de l'INSEE qui la détaille. Il est bien écrit « tendance de la décennie » et non pas « tendance de la baisse observée » ou même « tendance du logarithme des quotients ». C'est donc étrange de ne pas expliquer la méthode dans la partie méthode et de laisser penser à une tendance linéaire. Ça laisse l'impression que le contre-argument proposé a été trouvé pour l'occasion. Quoi qu'il en soit, ça ne change pas grand-chose au problème, mais Luc Payon est parfaitement incapable de se rendre compte, il n'a juste pas les compétences mathématiques pour le voir, ce qui est un problème quand on essaye de contredire un livre sur les statistiques. En effet, calculer la tendance sur le logarithme permet de ne pas plonger tout droit vers l'immortalité, mais selon ce calcul, c'est bien par là qu'on se dirige quand même. L'INSEE suppose donc que la tendance, c'est d'aller vers l'éternité, sans y arriver complètement. Selon ce modèle, les Français de 80 ans meurent 3 fois moins en 2080 qu'en 2020. Or, rien ne permet de valider cette hypothèse. Les progrès médicaux et sociaux n'ont pas prolongé le temps de vie humain. La date de péremption maximale est autour de 110 ans et ça n'a pas bougé depuis que nous avons des registres. Ce qui a beaucoup baissé, ce sont les morts précoces, et surtout la mortalité infantile d'ailleurs, ainsi que tous les accidents de la vie. La génération des baby-boomers est la première à ne jamais avoir connu de conflit majeur et avoir bénéficié d'une retraite à taux plein à 60 ans. Jamais dans l'histoire, il n'y a eu autant de personnes à atteindre les âges de 75 ans, et donc absolument personne ne peut savoir ce que vont devenir les quotients de mortalité en arrivant aux grands âges de ces personnes-là. Il se pourrait bien que les quotients de mortalité des grands âges augmentent par rapport au passé, non pas du tout à cause des virus ou d'une baisse de la qualité de la vie, mais bien parce que dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu autant de personnes âgées à atteindre ces âges-là, et sans que l'âge maximal augmente. Quoi qu'il en soit, l'INSEE confirme bien avoir calculé pour 2020 des décès attendus plus faibles que ce qui n'a jamais été observé dans toute l'histoire de l'humanité, et ce n'est pas raisonnable, et j'ai donc parfaitement raison de le dénoncer. Luc Payon continue son petit bonhomme de chemin dans le livre et s'attaque désormais au chapitre 2. Il réussit l'exploit d'utiliser donc les mêmes sources que moi et donc de trouver les mêmes résultats, mais de le nier quand même. Les sources sont les rapports de l'Agence technique de l'information hospitalière et le rapport de la Cour des comptes sur les soins critiques. Grâce à ces sources, nous savons que l'activité Covid-19 a été insignifiante sur l'hôpital en 2020, seulement 2% des entrées. Dans le livre, je passe du temps à montrer que c'est insignifiant aussi pour les réanimations, insignifiant quelle que soit la période de l'année et quelle que soit la région. Mais Luc Payon tente de faire du buzz avec du rien.
Par exemple, il prétend que j'ai omis de dire que les patients Covid-19 ont des durées d'hospitalisation plus longues. Or, j'en parle bien à la page 94 de mon livre. Et d'ailleurs, le concept ne change pas grand-chose, citons Luc Payon. Ainsi, les patients Covid ont représenté 2% du total des admissions, mais 4% du total de journées d'hospitalisation en 2020. Est-il raisonnable de dire que 4% c'est un raz-de-marée? Tout ça pour ça. Le gros de sa critique concerne en fait les réanimations dont je montre qu'elles n'ont absolument jamais été saturées au niveau France entière. Il y a pu y avoir des services de réanimation saturés à certains endroits, comme il y en a absolument toujours. Et cela fait des années que les médecins se plaignent dans les hôpitaux qu'il y a des problèmes de saturation. Il n'y a donc rien eu de nouveau. Et Luc Payon va donner encore plus de statistiques que moi pour trouver la même chose, mais sans l'admettre ou sans le comprendre, le mystère reste entier. On peut lire, or lors du pic de la première vague, si le nombre de lits a doublé à la fin du printemps, le nombre de journées en réa a augmenté de 17,9% en février et mars 2020, puis de 40,5% entre mars et avril selon l'adresse, soit près de 66% en 2 mois. Visiblement, les capacités mathématiques de notre journaliste ne lui permettent pas de voir le problème. Il annonce que le nombre de lits a doublé, mais que l'occupation n'a augmenté que de 66%. Faisons un calcul simple. J'ai 100 lits en 2019, supposons qu'ils étaient tous occupés pour arranger Luc Payon. Je double le nombre de lits, j'en ai alors 200. L'occupation n'augmente que de 66%, j'ai donc 166 lits occupés, soit 34 de libres, il n'y a pas de saturation du tout. De plus, comme le précise Luc Payon, ces lits de réanimation ne sont pas tombés du ciel. Les services de soins critiques français sont composés de 3 catégories, du moins grave au plus grave, les soins continus, les soins intensifs et les réanimations. Le rapport de la Cour des comptes sur les soins critiques explique que l'augmentation du nombre de lits de réanimation vient d'un transfert. Il s'agit juste de lits des services de soins continus qui ont été considérés comme faisant partie des réanimations pour l'occasion. C'est un changement de case. Il n'y avait pas plus de lits ni plus de personnel hospitalier, juste des enregistrements différents. Aussi, quand on sait qu'il est beaucoup plus rentable pour un hôpital d'avoir un patient en réanimation qu'en soins continus, et qu'on se rend compte qu'une grande partie des lits de réanimation sont restés vides, on se demande même si les patients de réanimation n'auraient pas été considérés comme juste en soins continus par le passé. D'ailleurs, on remarque que l'activité Covid sur les services de soins critiques est parfaitement insignifiante aussi et que les soins critiques n'ont absolument pas débordé du tout. Ce que montre Luc Payon, c'est que justement les patients dits comme Covid-19 ont été mis dans la case réanimation, justement parce qu'il y avait plein de places. Il a juste visiblement un peu trop de mal avec les pourcentages pour le voir. On rappelle pour finir que dans certains hôpitaux, la stratégie choisie pour les patients Covid-19, c'était de ne pas les soigner avec les médicaments et protocoles habituels, mais de les placer directement en réanimation, en coma artificiel et avec une intubation. Déjà, on sait que c'est une stratégie qui a été extrêmement dangereuse pour les patients et a probablement coûté la vie d'un certain nombre de personnes. Mais en plus, quand on démarre ce genre de protocole, le patient est parti pour plusieurs semaines de réanimation. C'est facile de dire que c'est le méchant virus qui sature la réanimation, alors que c'est juste le changement de protocole à cause de la panique. Nouveau paragraphe, nouveau chapitre. Dans ce chapitre, je montre que le réseau de médecins Sentinelle, qui suit les épidémies, n'a vu aucune épidémie en France depuis 2020. Le taux d'incidence de malades, c'est-à-dire de personnes qui sont suffisamment malades pour voir un médecin, est resté au plus bas. La différence avec les périodes d'épidémie grippale est flagrante. C'est simple, du point de vue des médecins généralistes, il n'y a pas eu la moindre épidémie en France depuis 2020. Or, Luc Payon n'en démord pas. De nombreuses personnes atteintes par le SARS-CoV-2, en effet, n'ont pas fait l'objet d'une consultation en ville, soit parce qu'elles sont passées par les urgences ou le SAMU, soit parce qu'elles ne présentaient pas ou peu de symptômes et se sont contentées de s'isoler chez elles. Il confirme bien l'absurdité de cette épidémie de Covid-19. Nous avons vécu une déferlante de malades asymptomatiques. Des personnes en parfaite santé déclarées malades sur la base d'un simple test dont personne ne peut savoir ce qu'il vaut. C'est juste de la folie furieuse. À la lecture du deuxième article de Luc Payon, on se dit qu'il est urgent de laisser sortir les fact-checkers de la cave au sein de laquelle ils sont enfermés.
Déjà qu'on a vu qu'au premier article, Luc Payon essaye de nier chaque ligne de mon livre, ce qui relève de la pathologie, là on découvre un type qui va tourner en rond tout seul. Pour faire le métier de journaliste, ce serait bien de rencontrer des gens et de discuter. Il se trouve que de mon côté, j'ai rencontré des dizaines de personnes et notamment des chercheurs avec lesquels j'ai pu débattre et échanger de façon à mieux comprendre les différents phénomènes. Et ça m'a évité de tomber dans de l'autoconfirmation et de dire des bêtises flagrantes comme le fait Luc Payon. Notre fact-checker utilise la technique habituelle qui consiste à faire semblant d'adhérer à une partie de ce que je raconte pour pouvoir mieux nier ce qu'il arrange. Cela permet de faire croire qu'il est raisonnable. On peut lire sur le passage où j'analyse les données de mortalité présentées habituellement comme résultant de la propagation, comprendre donc qu'il n'y a d'épidémie que si les pays se contaminent de manière décalée dans le temps, au lieu d'afficher, comme il le montre, des pics de décès au même moment, l'hiver et l'été pour la canicule. Or, si cette théorie pour les 3 pays choisis, France, Portugal, Suède, se vérifie effectivement pour toutes les années jusqu'en 2019, les virus aéroportés sont cependant bien présents l'été mais moins circulants, le graphe publié, même de mauvaise qualité, montre précisément le contraire pour l'année 2020, avec des pics désordonnés entre les 3 pays et éloignés de la période hivernale. On remarque que Luc Payon valide ma démonstration concernant les épidémies qu'on appelle grippales chaque hiver. On remarque en effet que les malades et les morts de ce qu'on appelle la grippe arrivent en même temps sur tous les territoires de l'hémisphère nord. Il n'y a donc pas de propagation, mais une apparition des malades. Et je ne m'attendais pas à aussi peu de résistance de sa part. Se rend-il seulement compte qu'il valide la partie la plus importante de ma démonstration? Passons maintenant au graphique qu'il montre pour prouver que, pour la Covid-19, il y a bien un décalage dans le temps. Ce graphique semble montrer un décalage du début de la courbe des décès enregistrés Covid-19 d'un pays à l'autre. Il montre surtout que Luc Payon n'a jamais discuté avec aucun épidémiologiste ni aucun chercheur ayant travaillé sur des données de maladies. Les courbes de comptage de malades ou de décès ne sont pas évaluées en fonction du début, mais de la date du pic. En effet, dans les pays où l'épidémie est très faible, la courbe est plus petite et donne l'impression de démarrer après. Ce n'est pas un démarrage tardif, c'est juste une courbe plus basse. Dans le livre, nous montrons que si une maladie se propage de manière interhumaine, il y a moins d'une chance sur 1000 pour que 2 pays qui ont des échanges entre eux aient un décalage des pics de moins de 3 semaines. Or, si on prend comme Luc Payon le graphique des décès enregistrés comme Covid-19 disponible sur Our World in Data, on découvre qu'il n'y a que 10 jours de décalage entre les pics du premier et du dernier pays. Il est donc physiquement impossible que ces décès soient la conséquence d'une maladie qui se répand par contamination interhumaine. Ce graphique est une des nombreuses preuves que les décès enregistrés comme Covid-19 ont regroupé tout et n'importe quoi et pas du tout les morts causées par un virus qui se répand. Je n'en veux pas à Luc Payon d'avoir pensé que les épidémies se regardent en fonction de la date du début, et il se trouve que j'avais fait exactement la même erreur en 2021 quand je n'y connaissais rien. La différence avec Luc Payon, c'est que j'ai travaillé pendant 2 ans et discuté avec de nombreux chercheurs qui m'ont appris beaucoup de choses et avec lesquels j'ai pu débattre. Et donc je n'ai pas écrit un article tout seul enfermé dans une cave derrière mon PC en prétendant savoir mieux que tout le monde. Et pour finir le plus absurde, il n'y a pas eu d'épidémie non plus selon Chaillot parce qu'il n'y a pas eu de hausse exponentielle, qu'il définit comme un doublement régulier du nombre de cas ou de morts. Déjà, je ne dis pas que l'exponentielle est toujours un doublement régulier, je dis qu'une augmentation exponentielle, c'est quand chaque jour on a multiplié le nombre de malades par rapport à la veille avec un certain nombre. Quand ce nombre est 2, ça fait un doublement. On appelle ça une exponentielle à base 2. Et c'est pas moi qui donne cette définition, ça s'appelle les mathématiques en fait. Luc Payon peut s'amuser à nier tout ce que je dis, mais il faut laisser les mathématiques tranquilles maintenant. Sinon la prochaine fois on aura Pierre Chaillot qui prétend que 2 plus 2 égale 4. Négation suivante, je montre dans le livre que toute la surmortalité observée en mars-avril 2020 s'explique par l'abandon des Français et tout particulièrement des plus âgés. Je montre 3 causes majeures dont nous avons les preuves et les statistiques dans des rapports officiels. Les décès à domicile dus à l'ordre de rester confiné chez soi, de ne pas voir de médecin et de ne pas aller à l'hôpital qui a entraîné l'absence de prise en charge
des AVC et des crises cardiaques habituellement comptées à l'hôpital par exemple. Le non-soin qui a fait que les personnes atteintes de pathologies respiratoires n'ont pas vu de médecin, ont juste pris du Doliprane et sont arrivées à l'hôpital très tardivement dans une situation très grave. Non-soin additionné au choix thérapeutique de mettre toutes les personnes atteintes de difficultés respiratoires en coma artificiel et avec un respirateur. Cette technique intrusive, mise en place dans certains hôpitaux, a coûté des vies. Et enfin, le choix palliatif à la place du soin. Les personnes âgées en EHPAD, soupçonnées d'être des malades Covid-19, n'ont reçu aucun soin médical et la seule proposition faite était l'injection d'un palliatif. Remplacer le soin par du palliatif augmente mécaniquement le nombre de décès. La dernière partie de cette analyse brille par son absence dans l'article de Luc Peillon. On sent très clairement la gêne qu'il y a à ce sujet. Toute la presse préfère oublier ce scandale, tout particulièrement ceux qui ont mis de l'huile sur le feu tout du long avec cette histoire de pandémie mortelle. Sur l'abandon des personnes malades à domicile, on a droit à un cours de langue de bois parfaitement ridicule. Comme nous l'annonçait à l'époque Grégoire Ray, ex-directeur du CEPIDC, il y a bien eu un report des décès Covid-19 de l'hôpital vers le domicile. Mais sans que cela signifie forcément que les personnes sont mortes faute d'avoir été soignées. Il y a eu à un moment donné des choix qui ont été faits de ne pas hospitaliser des gens sur le point de mourir et de les laisser mourir chez eux ou dans leur maison de retraite. Mais il s'agit, selon lui, de personnes en fin de vie qui auraient été orientées en temps normal vers une réanimation souvent inutile et qui n'ont pas été cette fois-ci. Un phénomène qui a conduit en 2020 à un transfert de décès de l'hôpital vers le domicile et qui a minoré d'autant la surmortalité hospitalière, toutes causes confondues. Expliquant alors en partie pourquoi la surmortalité hospitalière n'était pas aussi élevée que le nombre de décès fléchés Covid-19. Ainsi, on apprend que l'hôpital ne sert souvent à rien pour les personnes âgées. D'habitude, on encombre les réanimations avec des petits vieux qu'on a eu raison de laisser crever seuls dans leur chambre. Voilà qui devrait réjouir le gouvernement. On remercie l'IB de faire la promotion de la diminution du nombre de lits disponibles à l'hôpital. On va enfoncer le clou. Si on admet avoir laissé tomber les plus âgés en masse, alors il est normal que ceux d'entre eux qui auraient pu survivre en étant soignés à l'hôpital soient morts. On a donc une hausse de mortalité par abandon. Concernant les arrêts cardiaques et les AVC, notre fact-checker ajoute « Pendant l'année 2020, les maladies cardio-neurovasculaires ont assez peu évolué, accusant même une légère baisse au cours du premier confinement. » Il nous apporte donc la supercherie statistique. Il n'y a aucune raison de penser que le nombre de décès par AVC ou arrêt cardiaque ait pu baisser pendant le premier confinement. Surtout qu'on sait, d'après les statistiques hospitalières, qu'ils n'ont pas été correctement pris en charge à l'hôpital. Si le CEPIDC en voit moins dans les statistiques, c'est parce qu'ils n'ont pas été comptabilisés, pas parce qu'ils n'existent pas. Lorsqu'un médecin constate un cadavre à domicile d'une personne âgée, il ne fait pas une autopsie, il écrit ce qu'il pense être la cause du décès. Luc Peillon nous informe d'ailleurs qu'on a vu fleurir des certificats de décès avec la mention Covid-19 de personnes décédées chez elles, sans soins. Le CEPIDC, département de l'INSERM analysant les causes de décès via le certificat de décès, recense également les décès Covid à domicile. À l'époque, l'INSERM en relevait ainsi 1466 en mars et avril. Voilà comment on trouve les statistiques des morts du Covid-19 en les récupérant sur les statistiques des autres pathologies. Il n'y a pas un virus du Covid-19 qui guérit les AVC ou les crises cardiaques. On a des morts d'AVC et de crises cardiaques, comme d'habitude, qui cette fois-ci sont enregistrés comme Covid-19, parce que les médecins sont persuadés qu'une pandémie mortelle ravage l'humanité et est la cause de ces décès. Luc Peillon confond statistiques et réalité. Dans mon livre, j'explique pourquoi toute la prétendue efficacité vaccinale résulte d'un biais de comptage. Je montre que les études de Pfizer et de Moderna ne prétendent pas du tout avoir fait un vaccin qui protège contre le fait d'avoir des symptômes, mais qui protège contre le fait d'avoir un test positif. Or, on ne sait pas du tout si le groupe vacciné et le groupe placebo ont été testés autant de fois chacun. Facile de montrer une efficacité vaccinale quand on ne teste que les non-vaccinés. Ensuite, je montre que tous les pays qui ont mis en place cette vaccination ont aussi mis en place un pass vaccinal. Ensuite, je montre que tous les pays qui ont mis en place cette vaccination de masse ont aussi mis en place un pass vaccinal. Le pass vaccinal reproduit exactement le même biais. Il introduit le fait que les non-vaccinés sont obligés de se tester alors que les vaccinés ne sont pas obligés de le faire. Dès lors, les non-vaccinés sont bien plus souvent positifs que les vaccinés, tout simplement parce qu'ils se testent.
Le vaccin est extrêmement efficace pour protéger du test. Or, aucune étude gouvernementale ou d'aucune agence ne prend en compte ce biais de comptage et ne le corrige. Et donc, toute l'efficacité vaccinale calculée tient sur cette supercherie et ce biais de comptage du nombre de personnes testées. Les journalistes du Parisien ont très bien compris ma démonstration. Ils ont d'ailleurs demandé des explications au directeur d'Epiphare à ce sujet. J'ai montré dans la vidéo précédente que sa réponse ne tient pas la route. Mais ici, Luc Peillon fait semblant de ne pas comprendre ce que je dis. Il fait un paragraphe de bouillie inintelligible pour faire croire que je raconte n'importe quoi. Je ne sais pas s'il le fait exprès ou si, arrivé à la page 250 du livre, il est complètement épuisé au fond de sa cave et se met à délirer complètement. Luc Peillon va même prétendre que d'autres études, surtout basées sur d'autres méthodologies, non sensibles à la mesure de la part des personnes non vaccinées dans la population, concluent elles aussi à une forte protection de la vaccination ou d'une infection antérieure contre les formes graves du Covid. Or, l'étude en question utilise les mêmes sources que les autres et transporte donc rigoureusement les mêmes biais. Encore une fois, il n'a rien lu, rien compris et balance un écran de fumée. L'article de Luc Peillon finit en apothéose en reprochant à Laurent Toubiana et moi d'oser demander le statut vaccinal de toutes les personnes décédées depuis le début de la campagne de vaccination. C'est pourtant essentiel de vérifier que les vaccinés ne meurent pas plus que les non-vaccinés. Personne ne le fait. Il va même prétendre qu'on ne dispose pas de ces données, alors qu'elles sont bien dans le Système national des données de santé, le SNDS, mais qu'avec Laurent Toubiana, nous ne sommes juste pas habilités à les consulter. C'est donc un nouveau mensonge de sa part pour protéger l'inaction du gouvernement. Il ajoute même le fait que de nombreux scientifiques les jugeaient peu pertinentes. On aimerait savoir lesquelles. Il faut être sacrément borné pour refuser de regarder une statistique. Il n'y a aucun intérêt à dissimuler des résultats, sinon à étouffer une affaire. Enfin, Luc Peillon prétend que nous avons démultiplié le comptage des cas de décès dans mon livre. En effet, chaque personne peut avoir déclaré plusieurs effets indésirables. Or, si elle décède, ça fait plusieurs déclarations de décès pour la même personne. Mais nous n'avons pas utilisé la somme de tous les effets indésirables dans nos statistiques. Nous avons aspiré toute la base de tous les dossiers présents sur Eudra Vigilance. Et chaque personne n'apparaît bien qu'une seule fois lorsque nous montrons les 28 000 cas de décès. Encore une erreur qui ne sert qu'à noyer le poisson. Ainsi, Luc Peillon a montré penser détenir la science infuse. Il est parti sur l'idée de nier chaque ligne de mon livre en seulement quelques jours et sans rien comprendre aux mathématiques. Il fait des erreurs grossières et se noie dans les pourcentages. Il parvient même à plusieurs endroits à montrer des statistiques qui vont dans le même sens que moi, mais sans être capable de s'en rendre compte. Il finit en apothéose en nous demandant d'arrêter de se poser des questions. Mais qui a déjà vu un journaliste refuser de creuser un sujet? Dire qu'il ne faut pas qu'on obtienne des statistiques. Nous en sommes là en 2023, le vrai devient le faux et le faux devient le vrai, et le journal qui s'appelle Libération assume d'organiser une très grande prison intellectuelle.